le prendront. Alors, bienvenue dans cette conférence d'Euroguidance sur la mobilité internationale des étudiants dans le contexte de la Covid-19. Alors, cette conférence, elle est organisée par le réseau Euroguidance. Euroguidance, qui est un réseau européen pour l'orientation, dont on fait partie du programme Erasmus+. Et là, vous voyez un petit peu sur la carte, un petit peu comment ce réseau est organisé en France, puisque nous dépendons à la fois du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Donc, je me présente, donc, Yvan Coallier, je travaille au Centre d'information internationale de Lyon, donc, qui est rattaché au CIO. Et dans notre réseau, nous avons également les CIO de Lille, de Marseille et de Strasbourg, ainsi que le NICEP. Et pour le ministère de l'Emploi, du Travail et de l'Insertion, nous avons l'Intercarif PACA et le Centre Info. Donc, pour nous accompagner dans cette conférence, pendant laquelle nous allons vraiment aborder les questions de mobilité internationale des étudiants donc, dans ce contexte sanitaire un petit peu particulier. Donc, nous allons voir l'impact de la Covid-19 sur les mobilités. Voilà, comment se passent maintenant les mobilités en Europe. Donc, nous aurons également un témoignage d'Anna qui est étudiante en Irlande. Ce sera l'occasion pour nous de faire un point donc, du coup, sur la césure. Nous aurons également, avec l'Université Lyon 2, voilà, une information sur les échanges universitaires et nous parlerons également, voilà, pour les projets d'orientation, de voir un petit peu comment se renseigner. Donc, avec nous, donc, nous avons Europe Direct, donc la Maison des Européens, avec Julie et Slavomir. Donc, je vais laisser se présenter dans un premier temps. Je vais leur montrer le petit slide. Bonjour, enchantée. Donc, je suis Julie, je suis en service civique, volontaire en service civique à la Maison des Européens de Lyon depuis l'année dernière. La Maison des Européens Lyon, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une asso loi 1901 qui a pour objectif d'informer sur l'action de l'Union européenne, de sensibiliser aux problématiques de citoyenneté, également de conseiller pour tout ce qui est recherche de financement sur l'Europe. De développer des programmes un peu d'europédagogie à l'Europe et surtout de stimuler un débat citoyen sur l'idée européenne. Et donc, du coup, la Maison des Européens Lyon, elle porte 2 centres d'information Europe Direct labellisés par la Commission européenne. Donc, un qui est à Valence, centre Mardèche, et où ils recherchent activement un stagiaire, avis aux intéressés, et un autre dans lequel je suis en service civique à Lyon, avec Slavomir, mon collègue que je vais laisser se présenter. Oui, alors bonjour, moi c'est Slavomir, donc Julia s'est bien présenté la structure. Moi je suis en service civique depuis le mois de septembre et voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions sur l'Europe, on est là pour ça. Donc, merci Julie et Slavomir. Donc, nous avons également avec nous Béaté Baldwin donc de l'Université Lumière sur Lyon, qui va du coup pouvoir un peu nous parler également de l'université. Donc, Béaté, si vous voulez vous présenter en quelques mots. Oui, donc Beate Baldwin, donc je dirige les relations internationales. Donc ma direction s'occupe à la fois des mobilités, donc entrantes et sortantes, mais aussi des projets et on a aussi un service formation. Donc nous, on gère à peu près 800 étudiants, entre 600 et 800 étudiants par an qui partent étudier à l'étranger et puis autant qui viennent faire leurs études à l'université Lyon 2. Merci Béaté. Donc, pour donner un petit peu de corps à cette présentation, nous avons également Anna, qui est actuellement en Irlande. Anna, je vous laisse vous présenter, expliquer ce que vous faites en 2 mots. Alors bonjour, moi je m'appelle Anna. Je sors d'un bac littéraire et du coup je suis actuellement en Irlande. Donc ça fait à peu près 3 semaines que j'y suis. Donc je suis à Cork, c'est dans le sud de l'Irlande. Et en fait je suis des cours d'anglais dans l'université qui s'appelle Griffith College. Et en fait je suis des cours d'anglais tous les matins de la semaine. Et voilà. Très bien, merci Anna. On aura l'occasion de reparler un petit peu de ce que vous faites. Donc, on ne va pas oublier non plus Dorothée, donc, qui est également du réseau Euroguidance. Dorothée, en Oui, quelques mots. bonjour à tous. Alors, je suis Dorothée Gabanou, je suis psychologue de l'éducation nationale. Je partage mon temps en fait entre le CIO de Lyon, Lyon Nord, et le Centre d'information internationale, qui est un des centres ressources pour le réseau Euroguidance en France. Merci Dorothée.
Lors de cette conférence, vous aurez également la possibilité de poser des questions, hein, dont vous avez une petite bulle conversée donc, en bas de votre écran. N'hésitez pas à l'utiliser si vous avez des questions, des remarques, des témoignages, voilà, pour rendre les choses les plus interactives possibles. Donc, on va faire d'abord un premier retour assez rapide sur le confinement, hein, puisque là, on va parler un petit peu de, voilà, de la crise sanitaire liée à la Covid-19. On a vu, voilà, on a tous vécu au printemps un confinement, et on voit qu'il y a 3,9 milliards de personnes qui ont été appelées ou contraintes à se confiner chez elles, ce qui représente un chiffre assez énorme, puisqu'on atteint la moitié de la population mondiale. Donc, avec un confinement, donc voilà, vraiment qui a été très très important. On va vous montrer maintenant comment dire, l'impact que ça a pu avoir sur les mobilités. Hop. Voilà, avec quelques chiffres clés tirés un petit peu d'une étude d'enquête d'Erasmus+ et du Corps européen de solidarité, voir un petit peu l'impact que ça a eu sur les étudiants. En fait, sur 107 000 participants à une mobilité Erasmus, beaucoup ont été affectés et plus de 80 000 de ces participants ont dû rentrer à leur domicile, pendant que seulement 27% sont restés à l'étranger, ce qui représente environ 75% en fait, de ces étudiants. On voit que là, 45 000 participants donc, ont continué leurs activités avec différentes modalités. Là, on le verra tout à l'heure sans doute avec l'Université Lyon 2, comment se sont organisés les établissements avec un enseignement à distance. On en a vu quelques-uns, donc 23 500 participants qui ont vu leur activité temporairement suspendue, donc qui ont pu éventuellement reprendre ensuite par la suite, et puis 38 500 qui ont vu leur activité totalement annulée, hein, vraiment, qui ont dû stopper leur activité, que ce soit sur un corps européen de solidarité ou une mobilité Erasmus en études ou en stage. Peut-être un premier point, Béaté, est-ce que vous pouvez nous dire, vous, donc du coup, au printemps dernier, comment est-ce que ça s'est passé à l'Université Lumière Lyon 2? Oui, donc en fait, comme je vous disais, hein, on a à peu près 50% de nos étudiants qui partent en Europe, 50% qui partent dans le monde. Et donc, j'ai regardé les chiffres. Donc, au 31 mars, hein, donc, on était en confinement. Il y avait 52% qui étaient revenus et 42% qui sont restés à l'étranger. Hein. Donc, ça ne correspond pas forcément aux statistiques que vous avez eues. D'accord. Il y en a plus chez vous qui sont restés à l'étranger. Voilà, exactement. Et il y a 6% où on n'a pas eu de nouvelles, donc ils ne nous ont pas répondu. Donc voilà, ça c'est la première chose quand on regarde un petit peu plus près. Hein, donc dans les mobilités, donc au niveau monde, il y a 54% qui sont restés sur place. Donc ce qui est normal aussi, hein, parce que ça a impacté en fait. Ça a impacté plus tard hein, ces pays-là, notamment l'Amérique du Sud, etc. Hein. Le pic est passé beaucoup plus tardivement que chez nous. Et après, sont restés, donc, Mobilité Europe, 46% qui sont restés sur place. Donc, la répartition fait à peu près sens hein, parce que justement, ces pays étaient affectés plus tardivement. Après, nous, on a réintégré en fait les étudiants qui sont revenus, on les a réintégrés en cours de route. Hein, donc, on les a rattachés aux UFR, aux formations. Et parfois, les enseignants leur ont proposé des projets aussi pour témoigner, en fait, pour travailler un peu sur leur expérience à l'étranger, hein, parce que c'était ça le but. Donc, ils ont eu parfois un traitement un peu spécifique à leur expérience. Et donc, voilà. Et pour ceux qui sont restés, donc, parce qu'on avait aussi des étudiants hein, qui sont restés, donc, et qui ont vécu, en fait, la fermeture ici. Donc, nos cours se sont mis en ligne, mais ce qu'on a essayé aussi de faire, parce que les étudiants étrangers qui sont confinés, c'est pas évident. Hein. Donc, dans une chambre de 9 mètres carrés, c'était compliqué. Hein.
parce qu'ils n'ont pas eu vraiment le temps de se faire des réseaux, de se faire des amis, etc. Et ils étaient vraiment coupés du monde en quelque sorte. Et donc, on a commencé à faire une action, une opération binôme où on mettait en fait en contact les étrangers avec des Français juste pour qu'on passe un petit coup de fil par semaine pour dire comment ça va. Enfin, voilà. Donc, ça nous a permis quand même de garder le lien, même sans pouvoir se voir. D'accord. Merci, Béaté. Donc, on voit que là, avec cette crise sanitaire, donc il y a eu des règles de circulation qui ont été parfois compliquées, hein. On voit que c'est compliqué de sortir de l'Europe. Julie et Slavomir, peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que on peut se renseigner un petit peu sur les règles de circulation, voilà, déjà peut-être à l'intérieur de l'Europe, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors oui, premier mot d'ordre, c'est compliqué parce que tout ce qui concerne les frontières, ça a été une prérogative qui a été reprise par les États membres. Et donc, du coup, pendant le confinement comme maintenant, chaque État fait un peu ce qu'il veut. On voit même qu'au local, entre Paris, Lyon et le Vercors, il y a des mesures différentes qui s'appliquent, que ce soit en termes de rassemblement, restrictions, etc. Du coup, il y a des disparités qui sont assez conséquentes. Pour se renseigner, il y a plusieurs outils qui existent parce que l'Union européenne, elle a quand même essayé de faire deux, trois trucs pour harmoniser qui ont été plus ou moins concluants. Et il y a notamment un outil qu'on peut recommander qui s'appelle, je vais y arriver, ReopenEU. C'est un outil qui sert essentiellement, c'est un site internet qui est assez bien fait avec une interface plutôt sympa. L'objectif, en fait, c'est d'avoir des informations. Si on veut aller, par exemple, en Irlande, au hasard, on rentre sur le petit interface. Vous avez le site qui s'affiche dans la diapo devant vous. Peut-être que Si vous Yvan va voulez, pouvoir je vais vous vous faire une montrer. petite simulation en live. On rentre Irlande et on a tous les liens utiles, ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire. Et ça permet aussi de faire une petite étude analytique assez intéressante sur les différences entre les États. Parce que, par exemple, en Belgique, venir avec certaines restrictions si on vient de l'Union européenne, mais pas si on vient d'ailleurs. En Irlande, on a le droit de venir avec restrictions de manière assez harmonisée pour tout le monde. On peut trouver aussi des petites informations du type est-ce qu'on a le droit de venir avec un camping-car ou pas, ou de ce genre de détails. Il y a aussi tous les liens utiles, les sites officiels. Donc, du coup, c'est un outil qui est assez pratique si vous êtes amené à bouger et qui est assez bien mis à jour, aussi bien que possible par les services de la Commission européenne. Et, euh, et alors après, un autre outil, peut-être qu'on en parlera plus tard, il y a une dernière tentative qui va peut-être aboutir sur quelque chose d'un peu plus construit, de coordonner les différents États, si ce n'est de les harmoniser, dans la manière dont ils prennent leurs mesures, notamment sur la base d'une proposition de la Commission européenne qui est très récente puisqu'elle date du 4 septembre dernier. Très bien, merci. Donc, pour résumer, voilà le site reopen.europa.eu, voilà, qui permet vraiment de voir pays par pays les restrictions qu'il y a et ce que doit faire un Français s'il veut aller en Irlande ou dans un autre pays européen. Et si on parle de l'Irlande, c'est aussi parce que là, on a Anna avec nous. Donc, Anna qui fait une année de césure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est-ce que vous avez choisi cette année et ce que vous faites actuellement là? Alors déjà, moi, j'avais vraiment pour projet de faire une année de césure après le bac donc pour plusieurs points. Déjà pour la maturité, pour l'autonomie et puis surtout pour améliorer mon niveau d'anglais. Parce que je ciblais vraiment un pays anglophone. Et en fait, j'ai choisi par exemple l'Irlande parce que c'est vraiment un pays qui me tient à cœur pour plein de raisons, parce que je le trouve vraiment exceptionnel. Et du coup, voilà, aussi pour voir d'autres cultures, pour rencontrer de nouvelles personnes et pour voir d'autres choses, quoi. Voilà. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est déroulé là? Parce que vous êtes du coup en année de césure, hein, ce n'est pas une année diplômante. Comment ça s'est déroulé pour vous? Est-ce que vous avez utilisé Parcoursup? Comment ça s'est passé avec votre école française? En fait, au début d'année, euh, j'avais une idée de partir à l'étranger après le bac, mais j'avais quand même cette idée de rester en France pour faire mes études de commerce.
Et donc, du coup, j'ai fait plusieurs salons et j'ai donc, du coup, quand la plateforme de Parcoursup elle s'est ouverte, et ben, j'ai pu inscrire mes vœux et notamment une école de commerce qui m'intéressait fortement. Donc, c'est l'INSEC à Lyon. Euh, mais j'avais pas coché la case de césure parce qu'en fait, je ne savais pas, mon projet était encore un peu flou en fait à ce moment-là. Et en fait, c'est après que mon projet il s'est affiné. Et du coup, en parallèle, j'ai pris contact avec Griffith College, donc du coup avec les personnes de l'école d'Irlande. Et, euh, et du coup, en attendant la réponse de Parcoursup, donc voilà. Et du coup, quand j'ai reçu les réponses de Parcoursup, donc du coup, j'ai été acceptée en école de commerce. Euh, j'ai appelé donc j'ai appelé donc l'école de commerce pour savoir si c'était possible de faire un report de rentrée pour que je puisse faire mon année de césure à l'étranger. Et ils ont accepté. Et du coup, là, j'ai pu commencer à mettre en route mon projet. Voilà. 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 Peut-être Dorothée, est-ce que vous pouvez du coup compléter un petit peu les propos d'Anna? Là, elle nous a montré un petit peu son cas particulier. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe en général pour l'année de césure? Alors oui, l'année de césure, en fait, elle est inscrite au Code de l'éducation et c'est un décret de 2018 et une circulaire de 2019 qui précisent en fait les conditions, les modalités de mise en œuvre. Donc cette césure, elle sert à quoi? Ben, comme vous l'avez dit Anna, à avoir une expérience personnelle, une expérience professionnelle qu'on peut envisager de manière autonome, de manière encadrée. On verra qu'il y a plusieurs possibilités d'activité, je dirais, pendant cette césure. Et on peut l'envisager en France et à l'étranger. Comme vous l'avez dit, Anna, en fait, on peut aussi l'envisager dès la première année quand on accède à l'enseignement supérieur. Ce sont les établissements, en fait, qui ça j'en parlerai après, des possibilités en césure. Ce sont les établissements qui indiquent les procédures de demande de césure et qui indiquent leurs modalités en général sur leur site internet. Je vous invite vivement à les consulter parce que vous, Anna, vous dites que vous avez appelé votre école de commerce et qu'effectivement ils ont accepté, ça semble assez simple. Il y a un certain nombre d'établissements, notamment les universités, qui demandent à ce qu'on remplisse un formulaire, qu'on donne un certain nombre de documents et qu'on justifie aussi, qu'on motive le projet avec parfois des justificatifs comme un bail de logement, comme un engagement volontaire, comme une inscription dans une formation. Donc ça, bien vérifier sur les sites des écoles, des universités, effectivement, quelles sont les modalités de demande de césure qui ont cours dans ces établissements. La césure, elle peut durer un semestre à une année. Donc pour vous, Anna, vous avez choisi de faire une année, ce qui effectivement permet de reporter sa rentrée l'année suivante. Vous avez bien expliqué au niveau de Parcoursup comment ça fonctionne. Alors vous n'avez pas coché la case césure. Effectivement, quand on envisage une césure, il vaut mieux cocher la case césure dans Parcoursup. Certains établissements d'enseignement supérieur demandent à ce que ce soit effectivement coché, attendre d'être admis dans sa formation, s'inscrire dans sa formation et ensuite monter son dossier de demande qui va être soumise normalement à une commission qui accepte ou pas votre demande de césure. En général, quand le projet est bien ficelé, quand il est bien motivé, c'est quand même assez souvent accepté. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pendant une césure? Yvan a mis la slide qui correspond à ça. On peut faire une formation, mais dans un autre domaine que celui dans lequel on souhaite étudier en France. On peut avoir une expérience professionnelle, que ce soit en France ou à l'étranger. Envisager un volontariat, un service civique, par exemple, c'est tout à fait possible.
ou alors un volontariat dans le cadre du Corps européen de solidarité, ou alors réaliser un projet d'entreprise. Il y a ce qu'on appelle les pépites qui permettent aux étudiants d'avoir un statut particulier d'entrepreneur. Voilà. Je peux ajouter peut-être que pour les étudiants qui seraient boursiers sur critères sociaux, cette césure peut permettre, sous certaines conditions, de maintenir la bourse et que, en revanche, ils auront à s'acquitter des frais d'inscription et voilà, des frais de vie étudiante et de campus. Très bien, merci Dorothée pour cet éclairage sur l'année de césure. Est-ce qu'on peut revenir du coup à Anna? Est-ce que vous pouvez nous expliquer là maintenant, concrètement, pour vous, comment ça s'est passé pour votre arrivée en Irlande? Oui. Dans l'avion aussi? Oui, Oui. oui, oui. On veut tout savoir. Ok. Ben, évidemment, il y a eu des restrictions sanitaires. Donc, il fallait garder le masque dans l'avion, dans l'aéroport. Euh, donc, j'ai fait Lyon, Amsterdam et Amsterdam-Cork. Euh, donc, oui, donc, quand j'ai pris l'avion, je me suis vraiment rendu compte que je partais vraiment et c'était vraiment impressionnant. Enfin, c'était comme un nouveau départ pour moi parce que j'étais dans l'avion, j'étais toute seule, je partais un peu à l'aventure, quoi. Donc, c'était assez impressionnant pour moi parce que j'ai quand même que 18 ans. Euh, donc, quand je suis arrivée à Cork, il y avait mon taxi qui m'attendait et qui m'a emmenée directement à Kinley House. C'était là où j'allais, donc c'était une sorte d'université, non, c'était une résidence universitaire où j'allais effectuer ma quarantaine. Donc, du coup, je suis restée 2 semaines dans cette résidence. Donc, il fallait que je sorte seulement pour faire mes courses. Euh, mais sinon, j'avais ma chambre à moi, une salle de bain. euh, voilà. Il fallait que je fasse mon repas. Euh, j'ai rencontré des Croates et des Français dans cette résidence. Et du coup, on a pu échanger en anglais, on a pu échanger évidemment avec la distance. Et puis les matins, donc j'avais des cours visio avec mon école et des cours d'anglais. Du coup, voilà. Et là, depuis une semaine, je suis dans ma famille d'accueil et ça se passe très bien. D'accord. On montrera un petit peu quelques photos tout à l'heure euh, de l'Irlande. Maintenant, on peut passer peut-être à la partie sur la mobilité donc on va dire des lycéens, des étudiants, quand ils sont inscrits dans un établissement en France, donc lycée, université, et voir un petit peu comment ça peut se passer pour eux s'ils souhaitent partir étudier à l'étranger. Est-ce que Dorothée, vous pouvez nous faire un premier point général sur ce qui est possible de faire pour des étudiants, on va dire, inscrits dans le système français? Alors oui, il est possible de partir selon les dernières consignes ministérielles, qu'on soit dans le secondaire ou dans le supérieur, on peut envisager une mobilité en Europe et hors Europe. En revanche, il y a quand même, voilà, cette crise sanitaire a des incidences, notamment pour les collégiens et les lycéens qui visaient un échange scolaire, les calendriers peuvent être modifiés. Pour certains échanges, pour certains programmes, par exemple les programmes franco-allemands, effectivement, il va y avoir des restrictions, c'est-à-dire que voilà, pour les programmes Voltaire et Sauzet, les familles vont devoir se rapprocher pour envisager la possibilité d'une mobilité. Quand cette mobilité en fait est envisageable, il faudra absolument s'inscrire sur la plateforme Ariane du site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Je vois Anna qui acquiesce. En fait, c'est la possibilité de dire effectivement qu'on se déplace et d'être alerté et de pouvoir être contacté en cas de crise sanitaire. Donc ça sera vraiment important de le faire. Et de toute façon, en amont, bien regarder
regarder, alors le site que vous avez montré, Julie et Slavomir, tout à l'heure, en ce qui concerne les mobilités en Europe, mais de manière générale, allez sur le site du ministère européen et des Affaires étrangères, dans les conseils aux voyageurs et dans la rubrique dernière minute, vous avez aussi des informations actualisées qui indiquent justement les restrictions qu'il pourrait y avoir. Si je parle de l'enseignement supérieur, là encore, les mobilités peuvent à nouveau s'envisager. Elles sont plutôt conseillées en Europe dans la mesure où, en dehors de l'Europe, en fait, c'est plus compliqué pour obtenir un visa. D'une part, parce que certaines délivrances de visas ont été suspendues ou limitées, et d'autre part, même quand elles sont maintenues, les délais sont allongés en fait pour obtenir ce visa. Et puis après, je pense que Beate pourra rebondir là-dessus. Il y a un certain nombre d'universités, je pense à celles de l'Amérique du Nord aussi, qui sont passées à un enseignement en distanciel. Et si l'enseignement à distance est proposé à 100%, en fait, cela ne permet pas l'obtention d'un visa, un permis d'études. Voilà, donc attention, bien se renseigner sur les sites qu'on vous a indiqués précédemment, bien signaler effectivement quand on s'est déplacé et bien s'assurer en fait que la mobilité est possible auprès des services des relations internationales, en s'assurant que l'établissement d'accueil peut bien accueillir effectivement et que les autorités du pays peuvent bien fournir un visa adéquat. Merci Dorothée. On va donc prendre la tâche justement d'un service de relations internationales de l'Université Lyon 2, hein, puisqu'on l'a sous la main. Donc, Béaté, du coup, pour vos étudiants, qu'ils soient en licence ou en master, comment ça se passe pour ceux qui voudraient partir cette année dans le cadre d'un échange? Alors, tout d'abord, on a de plus en plus d'étudiants qui veulent partir, ce qui est une bonne chose. Donc, on a plus 14% en fait d'augmentation. Il y a eu très peu de désistements en fait de nos étudiants, hein. Donc tout le monde voulait quand même partir en septembre. En revanche, c'est donc les partenaires, hein, comme Dorothée disait, qui ont petit à petit nous ont alerté qu'ils ne vont pas pouvoir, soit pas pouvoir accueillir ou qu'ils passent à 100% distanciel. Notre université a décidé que le 100% distanciel n'était pas considéré comme une mobilité et donc que ces étudiants ne peuvent pas partir, hein. Donc, ça fait aussi écho à ce que disait Dorothée, hein, parce que ce n'est pas considéré comme une mobilité quand on est à 100% en distanciel, même quand on est dans le pays. Donc, la seule exception étant les doubles diplômes, hein, qui poursuivent même à distance parce que ça fait partie de leur cursus et ils peuvent, enfin, c'est des enseignements qui sont nécessaires. Donc voilà, enfin, donc nos étudiants, quand ils ont pu partir, sont partis. Donc, on a 216 étudiants là qui sont en train de commencer leur mobilité, mais seulement 23 hors Europe, hein, parce que de toute façon, c'est surtout hors Europe, donc, où les universités ont tout de suite annoncé qu'ils ne vont pas pouvoir accueillir les étudiants comme il faut. Donc voilà, c'est bien de voir quand même que les étudiants partent et que la vie continue malgré le virus. Donc, et puis, bien évidemment, nous, on est à l'écoute, hein, donc le problème, c'est que ça change tous les jours. C'est ce que disait Dorothée, c'est vraiment, il faut vraiment prendre à la tâche, regarder sur les sites web des universités, etc., ce qui se passe, ou nous demander des relations internationales pour être au courant, hein. Surtout, là, on a eu beaucoup d'étudiants qui, du coup, ont reporté sur le deuxième semestre, donc ils veulent toujours partir et ils espèrent que les universités vont pouvoir les accueillir. D'accord, merci. Ça répondait justement à une question d'un internaute, hein, par rapport au nombre d'étudiants qui avaient pu partir en mobilité. Alors, pour ceux qui sont partis en mobilité, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous avez déjà prévu le cas si le séjour devait être interrompu? Comment ça se passe pour ces étudiants? Oui, donc en fait, on fera comme plutôt cette année, hein. Donc, on va réintégrer les étudiants
dans les formations qui sont en cours de toute façon, où on leur trouvera plus spécifiquement des projets qui sont en lien avec leur mobilité, mais qui pourront en faire depuis la France. Et est-ce qu'il est possible, du coup, de reporter une mobilité pour un étudiant là, qui hésiterait un petit peu dû à la crise sanitaire, donc, pour repousser sa mobilité? Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez reporter, en fait, si vous avez prévu de partir là au premier semestre, vous pouvez reporter au deuxième semestre. Après, pour l'année prochaine, c'est différent hein, parce qu'ils passent à un autre niveau. Et donc, ça, après, c'est une question de projet pédagogique et ça, c'est à voir avec les professeurs directement. Mais sinon, oui, on est resté ouvert et flexible. Donc, si vous pouvez pas partir là au premier semestre, on essaye de vous trouver des partenaires qui vous accueilleront au deuxième. D'accord, donc si je peux résumer, donc repousser d'un semestre pendant la même année universitaire, ça semble assez facilement possible. Par contre, pour repousser d'une autre année universitaire, notamment si on change de grade, par exemple de licence à master, ça se complique et du coup, il faut refaire une demande. Mm. Nous avions Katharina Torres, hein, qu'on salue bien ici, qui nous demande s'il faut être majeur pour pouvoir partir. Est-ce que vous avez une réponse, Béaté, chez vous? Alors, les universités américaines, en fait, demandent d'office des tests, mais il faut se renseigner hein, parce que elles demandent des tests différents. Hein. Donc, c'est pas, ça peut être un TOEFL international, ça peut être un IELTS, ça peut être un… Donc, il faut vraiment se renseigner sur ce que les universités demandent exactement. Et bien voir qu'il y a différents TOEFL. Donc, il faut vraiment bien demander quel TOEFL ils demandent. D'accord, donc là vous étiez sur la réponse par rapport au test Ah oui, de pardon. langue notamment, oui. Et l'autre question, c'était par rapport à la majorité. Si je peux répondre, dans le cadre d'un échange, en général, les étudiants partent en deuxième ou troisième année, donc ça doit être rare d'avoir des étudiants mineurs à ce niveau-là d'études. Par contre, pour ceux qui partent en mobilité vraiment individuelle, je ne sais pas, Dorothée, est-ce que vous voulez répondre à cette question? Mon micro. Oui, oui, c'est possible. Hein. Après, il faut une autorisation de sortie du territoire et voilà, bien baliser le projet pour pouvoir partir. Mais il est possible de partir avant d'être majeur. Après, ça demande, en tout cas par rapport à certaines destinations, effectivement des prises en charge particulières. Je pense au Canada, par exemple, il est nécessaire d'avoir un référent sur place. Voilà, tout dépend aussi des destinations. Très bien, merci Dorothée. On a vu que, donc avec BAT, que les établissements pouvaient s'adapter un petit peu avec des cours à distance, notamment quand c'était plus possible d'aller en cours. Dorothée, donc le programme Erasmus+ s'adapte également. Est-ce que vous pouvez aussi nous en dire un petit mot? Oui, tout à fait. La Commission européenne, là, a annoncé en fait au mois de mai que les apprenants Erasmus+ pouvaient participer à des mobilités hybrides avec justement du distanciel et de la mobilité physique qui préfigure un petit peu ce qui aura cours dans le nouveau programme Erasmus+ 2021-2027. L'objectif n'est pas de cesser les mobilités physiques, hein, mais de les reporter et de les accompagner en proposant du virtuel en lien bien sûr avec la mobilité. Très bien. Par rapport justement un petit peu à l'adaptation des cours, on avait vu avec Anna également au début que vous avez eu des cours à distance, donc en visio pendant votre période de confinement. Vous m'aviez dit que vous alliez prendre des cours en présentiel ensuite, donc je ne vous ai pas eu depuis. Comment est-ce que ça se passe là pour vous, Anna? Ben, ça se passe super bien. On n'est pas beaucoup dans la classe. Je crois qu'on doit être à peu près 8 ou 9. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a plein de nationalités différentes. Donc, il y a Chine, Espagne, Portugal, Inde. Et en fait, c'est dingue parce que du coup,
on parle tous anglais et en fait, on a tous des trucs à se raconter, à s'expliquer par rapport à notre culture et tout. Et ça se passe super bien. Et le prof avec qui je suis est super gentil. Donc, c'est super. D'accord. Donc, pour vous, pour l'instant, ça se passe bien là. Oui, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et puis, ouais, donc, comme je suis plus en confinement, bah, je suis déjà allée me promener dans la ville et tout ça. Donc, il y a de jolies choses. Ouais. D'accord. Hop, on va montrer quelques photos. Ouais, bon, c'est un petit peu flou, hein, je suis désolée. Voilà. C'est où là? C'est la ville de Cork, ça? Ouais, voilà, c'est dans le centre. Là, je passe tous les jours ici. Ouais. Voilà, là, c'est pareil, je passe tous les jours à peu près ici. Donc on voit Anna que quand même entre tout ce qui se dit là, que voilà, il y a des mobilités qui sont éventuellement suspendues, reportées, voire annulées. Ça montre quand même qu'il faut une sacrée motivation, hein, encore plus que d'habitude pour partir à l'étranger. Oui, Est-ce que vous, à un moment donné, vous avez eu des doutes ou est-ce que votre motivation a baissé? Qu'est-ce qui a fait que vous avez pu aller au bout de votre projet? alors oui, il y a eu une période assez difficile pour moi et surtout aussi mes parents parce que en fait les choses elles avançaient pas en fait et mes parents surtout ils avaient besoin d'être projetés, de savoir où j'allais dormir, savoir ce que j'allais faire, comment l'année elle allait se dérouler et surtout enfin j'ai réservé ma rentrée 2021 donc dans un an. Donc, si je peux pas partir, enfin, ça allait être complètement enfin, une catastrophe. Mais voilà quoi. Oui, parce que donc, du coup, voilà, c'est compliqué de se projeter dans une situation comme ça. Et forcément, il y a plein d'incertitudes. Et voilà, c'était compliqué. Très bien. C'est compliqué, mais il faut rester investi dans son projet et continuer à y croire. Oui, bien sûr. Voilà. Donc maintenant, on va parler justement des étudiants ou des lycéens qui voudraient aller étudier directement à l'étranger. Et si je rebondis un petit peu sur la conversation, on parlera également, enfin on ouvrira sur d'autres opportunités comme le Corps européen de solidarité, hein, qui est le volontariat européen. Mais avant, on va parler plutôt études. Alors, pour voir justement comment ça se passe pour des étudiants, donc lycéens ou jeunes étudiants, qui voudraient aller s'inscrire directement dans une université à l'étranger, c'est-à-dire non plus en échange comme Erasmus, mais pour une inscription directe. Voilà, Dorothée, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots de façon générale? Alors, de manière générale, je vais laisser aussi après la parole à Julie et Slavomir qui ont préparé quelque chose sur les mobilités en Europe. On a tout à fait le droit d'aller étudier en Europe et hors Europe. En revanche, je vais revenir sur les restrictions qui existent et la nécessité d'aller s'informer régulièrement parce que les choses peuvent bouger assez rapidement. Donc, toujours aller sur les sites de référence pour voir quelles sont les restrictions, les limitations par rapport à l'entrée dans certains territoires et effectivement préparer son projet comme cela et faire attention pour le hors Europe. Parfois, les mobilités sont limitées parce que effectivement le visa n'est pas accessible pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Très bien. Donc, on va maintenant laisser la parole du coup à Julie et Slavomir. Je vais ouvrir votre petite slide pour voir un petit peu les possibilités pour un étudiant, on va dire français ou européen de façon plus générale, d'aller étudier dans un autre pays de l'Union européenne. Alors, je vais juste revenir sur la question de Katharina. Est-ce que les mineurs peuvent partir en mobilité? C'était mon cas. Je suis partie à 15 ans. Mais il faut savoir que c'est très souvent assez compliqué et ce sont des projets bilatéraux entre deux ou plusieurs pays et qui sont assez encadrés avec des personnes référentes. Mais en tout cas, c'est que c'est possible, surtout à l'échelle européenne, où grâce à la libre circulation, nous pouvons nous inscrire dans n'importe quel établissement scolaire de l'Union européenne dans les mêmes conditions que les ressortissants, les citoyens nationaux. C'est-à-dire que même au niveau du collège, du lycée, nous pouvons nous inscrire dans un collège en Belgique, au Danemark, en Allemagne. C'est possible, mais il y a plusieurs points qu'il faut garder en tête.
Tout d'abord, ce n'est pas comme un programme Erasmus, il n'y a pas de référent. Nous devons accomplir toutes les démarches seuls. Donc, c'est vraiment important de bien se renseigner sur les modalités d'admission, sur globalement le déroulement des études et aussi sur l'équivalence des certificats, des diplômes qu'on peut obtenir à la fin des études. Normalement, donc, quand on s'inscrit dans une école ou université à l'étranger en tant qu'Européen, nous pouvons toucher des aides financières dans les mêmes conditions que les étudiants du pays d'accueil. Et également, les étudiants français peuvent demander la bourse sur critères sociaux pour les études dans tous les États membres du Conseil de l'Europe, qui est un ensemble d'États un peu plus grand que l'Union européenne, qui regroupe une cinquantaine d'États. Il faut aussi savoir que quand on s'inscrit dans une école à l'étranger, il faut parfois prouver son niveau linguistique, ses compétences linguistiques. Et donc, il y a beaucoup d'écoles, beaucoup d'universités qui demandent un certificat officiel, que ce soit le TOEFL, l'IELTS, par exemple, pour les écoles et universités anglophones. Aussi, un autre point très important, il faut se renseigner sur les conditions d'entrée dans des universités ou des écoles. Les systèmes scolaires ne sont pas harmonisés à l'échelle européenne. Il y a des différences parfois très grandes. Et vous avez des pays où il faut passer un concours d'entrée à l'université. Et donc, il faut vraiment, c'est très important de se renseigner, mais il y a des sites à la fois européens et des sites de l'éducation nationale qui vous permettent de vous préparer de préparer ce projet. Et dernier point très important, ce sont les disparités à l'échelle européenne quant au montant des frais de scolarité. Vous avez des pays où il n'y a pas de frais de scolarité, où l'université est gratuite, mais vous avez d'autres pays où le coût d'études est parfois très onéreux, où ça peut aller jusqu'à des dizaines de milliers d'euros par semestre. Donc là aussi, c'est un point très important qu'il faut garder en tête quand on a ce projet de mobilité solo, on va dire. Voilà, et puis parfois il y a aussi un problème que j'ai déjà évoqué au début de reconnaissance de diplômes. Tous les diplômes obtenus à l'étranger ne sont pas automatiquement reconnus en France. Et donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut, il faut se renseigner sur l'équivalence et la reconnaissance des diplômes avant le départ ou avant même de tenter de s'inscrire à l'étranger. D'accord. Et là, on en parlait en aparté, Slavomir. C'est vrai qu'il y a quand même une assez grande différence entre les jeunes qui vont étudier en Europe, où il y a quand même des facilités pour faire reconnaître ces diplômes, par rapport à ceux qui viennent de hors Europe. Oui. Globalement, c'est plus simple, mais ce qui est surtout bien pour les ressortissants européens, c'est qu'on peut s'installer dans un autre pays sans besoin de visa ou de démarche particulière. Et même quand on est à la fac, on peut trouver un petit job étudiant. On n'a pas besoin d'un permis de travail, comme c'est le cas dans des pays hors Europe. D'accord. On refera un petit peu le point donc en fin de visio pour vous montrer un petit peu les sites sur lesquels vous pouvez justement retrouver toutes ces informations. Et là, pour élargir un petit peu aux études, est-ce que vous pouvez nous parler justement du Corps européen de solidarité? On avait une question tout à l'heure là-dessus, donc qui est le volontariat européen à l'échelle de l'UE et un peu plus. Oui, alors le Corps européen de solidarité, c'est un projet qui a été mis en place, qui a été lancé en 2018, donc sous la commission Juncker. C'est un projet qui reprend dans l'esprit le programme du service volontaire européen, qui faisait partie du programme Erasmus, mais maintenant le Corps européen de solidarité, c'est un nouveau
programme qui s'adresse à tous les jeunes Européens. Bon, pour ceux qui connaissent un peu le service civique français, globalement, le corps européen de solidarité, c'est le service civique à l'échelle européenne. Il permet donc aux jeunes entre 18 et 30 ans de partir pour une mission d'intérêt général d'une durée de 2 à 12 mois qui peut avoir lieu dans n'importe quel État membre de l'Union européenne. Et ce sont souvent des projets d'intérêt général, des projets d'insertion professionnelle, des projets d'accueil de migrants, des projets d'aide aux personnes âgées, d'aide aux personnes handicapées, par exemple. Mais c'est aussi une plateforme qui permet de trouver des stages et des apprentissages, des contrats d'apprentissage en Europe, parce que c'est tout à fait possible quand on est à la fac ou dans une école en France, d'effectuer notre stage en Europe et même ailleurs, mais c'est beaucoup plus simple de partir en stage à l'Europe. Donc, le corps européen de solidarité, bon, j'ai mis, on peut voir l'aperçu du site, et il y a aussi une application mobile qui est assez simple à utiliser. Il y a 4 types de missions dans le cadre du corps européen de solidarité. Il y a des missions de volontariat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de rémunération, mais l'organisme d'accueil prend en charge tous les frais liés à votre séjour. Donc, il paye le logement, l'hébergement, il paye vos repas, et vous avez aussi un argent de poche qui varie selon le niveau de vie de chaque pays. Donc, effectivement, quand on part dans un pays scandinave, on a un peu plus de sous que quand on part en Europe centrale, par exemple. Ensuite, il y a également des offres de stage et d'apprentissage. Donc, c'est plus pour le cadre scolaire. Il y a également des offres d'emploi. Donc, cette plateforme, c'est aussi en quelque sorte un petit pôle emploi Europe pour les jeunes. Et aussi, le dernier type de mission, c'est un projet de solidarité. Donc, ce n'est pas un programme de mobilité, c'est une possibilité qui s'offre à un groupe de jeunes de mettre en place un projet d'intérêt général qui est cofinancé par les corps européens de solidarité. C'est-à-dire que vous recevez une aide de la Commission et aussi il y a certains frais qui sont couverts, l'assurance, et il y a une assistance aussi pour mettre en place dans votre pays, c'est-à-dire en France, voilà, une mission d'accueil de migrants, une mission d'aide sociale. Voilà, après, ça, tout dépend de l'imagination des jeunes. Voilà. Donc, effectivement, comment ça se passe? J'ai mis, on va revoir le site Internet. Sur le site Internet des corps européens de solidarité, vous devez créer votre profil, vous mettez votre CV, et ensuite, c'est assez simple. Vous choisissez les pays qui vous intéressent, les missions qui vous intéressent, et ensuite, ça vous propose une liste de tous les projets qui correspondent à vos attentes, à vos demandes, et vous postulez ensuite à ces projets, et voilà, si vous êtes pris, vous partez à l'étranger. Effectivement, avec le contexte de la Covid, il y a certains projets qui ont dû être arrêtés ou suspendus. Donc, effectivement, c'est très important quand on a envie de faire ce type de projet de voir plus ou moins la situation épidémiologique du pays et de se dire, avec la situation actuelle, il se peut que ma mission soit reportée, voire arrêtée. Merci Slavomir. Donc là, on voit que le corps européen de solidarité, ça peut être une réelle opportunité pour des jeunes qui veulent vivre une expérience différente des études à l'étranger. Et malgré la crise, c'est vrai qu'on voit encore, nous, des offres passer de volontariat, y compris pour cette année, avec des départs dès le mois d'octobre, novembre ou décembre. Et il faut simplement regarder un petit peu les critères un petit peu sanitaires. Avant d'aller sur la partie où Dorothée nous présentera un petit peu comment mener vraiment un projet, comment s'y prendre pour un projet à l'international, on va peut-être revenir sur 2 ou 3 questions.
notamment par rapport à la reconnaissance des diplômes. Hein, Slawomir nous en a touché 2 mots tout à l'heure. Demandait une question qui posait sur savoir à quel service est-ce qu'on s'adressait pour avoir une équivalence en France. Qu'est-ce que quelqu'un veut prendre la question? Dorothée? Alors oui, moi je veux bien répondre. Il existe un service qui s'appelle le service ENIC-NARIC qu'on retrouve en France, mais dans d'autres pays en Europe et hors Europe, qui permettent d'avoir une attestation de comparabilité de diplôme. C'est-à-dire que là, on ne va pas avoir une reconnaissance, parce que ça n'existe pas en tant que tel, hein, une reconnaissance du contenu, mais en tout cas une attestation qui va indiquer le niveau d'études atteint et qui permettra, par exemple, si on veut travailler, d'avoir un petit peu plus de lisibilité pour l'employeur, ou alors si on veut continuer des études, d'avoir effectivement une assurance qu'on a bien atteint le niveau requis pour pouvoir poursuivre ses études. Donc ça, c'est une chose. Après, en ce qui concerne la reconnaissance des diplômes, en fait, il n'y a pas d'automaticité. Ce sont les établissements, effectivement, qui évaluent un peu la correspondance entre ce qu'on a fait et ce qu'on souhaite faire, notamment dans le cadre de poursuite d'études. Il faut savoir se poser la question de... avoir en tête son projet, en fait. C'est-à-dire que si on souhaite aller étudier à l'étranger, si c'est pour exercer une profession qu'on appelle réglementée, comme les médecins, comme les avocats, comme les coiffeurs, par exemple, en France, il va falloir effectivement qu'on se renseigne sur l'équivalence, en fait, du diplôme passé à l'étranger pour pouvoir exercer en France. En Europe, il y a quand même énormément d'accords en fait, qui font que la procédure est facilitée, hein, c'est-à-dire qu'il y a des décrets qui indiquent que les diplômes vont pouvoir permettre d'exercer en France une fois de retour en France. Hors Europe, c'est un petit peu plus compliqué et c'est surtout dans ce cas-là qu'il faut vraiment se poser la question, je vais étudier à l'étranger, oui, mais quel est mon projet au final et voilà, quelle est la faisabilité en fait, le degré de faisabilité de mon projet. Merci Dorothée. Nous avions une autre question par rapport au Brexit et aux inscriptions au Royaume-Uni, mais qui a été déjà un petit peu répondue dans le fil, puisque là, en tout cas en termes de frais de scolarité, l'Écosse s'est engagée à garder à la prochaine rentrée les mêmes conditions pour les Européens. Pour les autres Britanniques, c'est vrai qu'on attend un petit peu les informations, voir si on va passer sur des tarifs internationaux, sur les tarifs actuels, voire des tarifs intermédiaires. Il y avait une question qui va bien faire la transition avec cette dernière partie, qui consistait à demander à partir de quel moment est-ce qu'il fallait commencer à se renseigner. Est-ce que quand on était en terminale, c'était déjà trop tard pour l'après-bac ou si ça pouvait quand même convenir. Donc Dorothée, peut-être, comment est-ce qu'il faut se renseigner quand on souhaite se renseigner, quand on souhaite partir à l'étranger, monter un projet? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de mots sur les démarches à réaliser? Oui, alors je vais peut-être répondre à la question de la temporalité. En fait, en terminale, non, ce n'est pas trop tard, mais de toute façon, plus tôt on se renseigne justement sur son projet, comment le mettre en œuvre, quels sont les interlocuteurs qu'il va falloir solliciter, quel va être le coût du projet, quelles vont être les aides envisageables. Plus tôt on fait tout ça, mieux c'est et plus on sera préparé justement pour pouvoir finaliser son projet. Donc, il y a un certain nombre de questions à se poser. Où je veux partir, voilà, est-ce que je veux rester en Europe, est-ce que je préfère aller hors Europe? On a vu que les démarches administratives n'étaient pas les mêmes dans les deux cas. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que, comme Anna, je prends une année de césure pour améliorer mon niveau de langue pour pouvoir poursuivre mes études une fois de retour en France? Ou alors, est-ce que j'envisage de préparer un diplôme complètement à l'étranger? Quel coût ça va avoir pour moi? Effectivement, le coût peut être variable. Slawomir l'a dit.
dans le cadre des études, mais si on prend des cours aussi de langue, hein, ce qui peut parfois être onéreux, ou alors moins onéreux des services civiques ou des volontariats qu'on ferait dans le corps européen de solidarité et qui vont être subventionnés. Donc, toutes ces questions vont contribuer à faire que votre projet, vous pourrez le mettre en œuvre. Je vais parler peut-être du site du réseau Euroguidance, du site français du réseau Euroguidance. Je vous interromps, Dorothée, peut-être juste avant, je crois qu'il y a Slavimir qui voulait intervenir aussi sur cette question. Allez-y, remettez votre micro. Oui, alors pour la temporalité, c'est juste une petite précision. Il y a un seul cas de figure où… Allô? Oui, c'est bon. Il faut s'y prendre en avance. Ce sont les stages. Très souvent, il y a certains stages où il faut postuler 1 an, voire 1 an et demi avant le départ effectif en stage. Par exemple, moi, j'ai fait un stage dans une institution européenne, à la Commission européenne. Pour partir en mars 2020, il fallait que je postule en été 2019, c'est-à-dire plusieurs mois en avance. Donc, il y a des cas de figure où il faut quand même plusieurs mois de préparation. Mais on peut tout à fait envisager une mobilité en terminale et partir sans problème. Voilà, c'était juste pour compléter votre réponse. Merci Slavomir. On retourne du coup avec Dorothée là, par rapport à la construction du projet. Vous parliez du site Euroguidance. Oui, je parlais du site parce que sur le site français, on va trouver énormément d'informations sur, j'allais dire, tout type de mobilité, que ce soit en études, en Europe ou hors Europe. On va trouver des fiches pays qui donnent des indications sur le calendrier, sur les modalités d'admission, sur le niveau d'exigence, etc. Donc, qui sont vraiment très riches et actualisés. Et puis, sur d'autres types de mobilité, on a évoqué les volontariats, mais on va trouver des informations aussi sur les séjours linguistiques, les séjours au pair, le visa vacances-travail, l'échange de services, etc. Donc, c'est vraiment un site de référence. Et puis après, de manière générale, je vous inviterai à vous rapprocher des professionnels de l'orientation dans les CIO, dans les services d'information et d'orientation de l'université aussi, qui peuvent justement vous accompagner et puis voilà, vous guider sur la mobilité qui va correspondre le mieux à votre profil et à votre projet, voilà, à plus ou moins long terme. En sachant que le réseau Euroguidance peut être en lien justement sur des questions un petit peu plus pointues liées à la mobilité avec justement les collègues de l'orientation. Et puis, je regarde Béate parce que voilà, il y a tous les acteurs de proximité aussi. Donc, dans les bureaux des relations internationales, les associations ou les structures comme Europe Direct qu'on peut solliciter aussi pour avoir des informations, certains organismes, voilà, n'hésitez pas à les solliciter également pour être accompagnés et conseillés dans votre projet. D'accord. Par rapport aux acteurs de l'orientation, vous avez parlé des CIO. Il y a Carole qui rappelle également les CIO Relais Europe. Donc, je suppose que c'est peut-être Carole de Brest, j'imagine. Voilà, il y a, dans certaines académies, à peu près toutes les académies, il y a des CIO relais qui permettent également voilà, de faire le relais par rapport au réseau Euroguidance et d'apporter des réponses et faire des accompagnements par rapport à la mobilité. Une autre question par rapport à un Erasmus en Master 2. Voilà, ça va dépendre vraiment des composantes. Peut-être, Béaté, vous avez des exemples sur Lyon 2? Sur les départs en M1 ou en M2? Oui, donc ça dépend vraiment du projet pédagogique en fait, hein. Donc, dans les masters, on a souvent des doubles diplômes, hein. Donc, il y a dans le cursus 1 année à l'étranger. Et ça a le bénéfice non seulement de partir pendant 1 an ou 6 mois à l'étranger, mais aussi d'obtenir un diplôme d'un autre pays, enfin d'une université d'un autre pays. Donc, vous avez 2 diplômes, hein, un diplôme français, un diplôme d'une université d'un pays étranger. Et donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui, au niveau master, c'est vraiment l'offre est vraiment pléthorique. Il faudrait, ça vaut le coup d'y réfléchir. Bon, ça demande un investissement et ça demande un investissement en langue, mais ça vaut le coup. Donc, oui. D'accord.
Alors peut-être maintenant, avant de vous donner à chacun le mot de la fin, peut-être du coup vous remontrer un petit peu, refaire un petit tour sur les sites qui peuvent être utiles lorsqu'on veut rechercher de l'information. Alors je vais me remettre sur la bonne page. Voilà, donc là, ce sont juste quelques sites, mais qui peuvent vous donner vraiment un point de départ pour vos recherches. Donc Dorothée a parlé donc, du site euroguidance-france.org où on va retrouver beaucoup d'informations vraiment sur les études, mais également sur d'autres types de mobilité dans tous les pays européens, mais également sur d'autres pays en dehors de l'Europe. Donc c'est un site qui s'adresse au grand public, mais qui a également une partie professionnelle vraiment pour les acteurs de l'orientation et les enseignants. Euh, pour vous renseigner vraiment sur un petit peu le droit européen, est-ce que vous pouvez être amené à réaliser, voilà, on vous a sélectionné le site de toute l'Europe et puis là, le site de la Maison des Européens de Lyon, hein, qui reprend également beaucoup d'informations qui va être très utile. On a parlé du site reopen.europa.eu, où là, je vous rappelle, hein, c'est pour voir un peu dans chaque pays les conditions pour pouvoir y voyager ou simplement transiter dans ces pays. Et de façon un peu plus large, pour ceux qui voudraient également se renseigner sur des destinations en dehors de l'Europe, le site de France Diplomatie. Dans la partie conseil aux voyageurs, ils ont vraiment des informations mises à jour régulièrement pour voir un petit peu les conditions dans lesquelles on peut partir. Enfin, et Dorothée l'a dit aussi un petit peu dans sa conclusion, ne pas hésiter à regarder les sites des universités, notamment dans la rubrique internationale, pour vraiment voir un petit peu voilà, les actualités liées à la Covid et puis liées à toutes les actualités qu'il pourrait y avoir sur les possibilités de mobilité. Donc maintenant, il me reste à vous remercier tous, hein, Anna, Julie, Slavomir, Béaté et Dorothée. On va peut-être vous donner du coup un petit mot de la fin. Peut-être, qu'est-ce que vous pourriez dire du coup à un jeune, un étudiant qui serait comme vous, par exemple, Anna, si vous voulez bien commencer, qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour partir à l'étranger? Et voilà, est-ce que ça vaut le coup de se mobiliser ou pas? Alors oui, effectivement, moi je recommande à tout étudiant de vivre une expérience comme ça. C'est une vraie chance et oui, non, je souhaite vraiment à tout le monde de faire ce que je suis en train de faire. D'accord, merci Anna. On vous souhaite une bonne continuation. Merci d'avoir Merci. participé à cette visioconférence. Peut-être laisser la parole maintenant à Julie et Slavomir, hein, qui sont un petit peu dans l'entre-deux, puisque vous êtes à la fois dans l'accompagnement de personnes qui voudraient se renseigner sur l'Europe, sur la mobilité, et vous êtes encore un petit peu un pied dans les études également. Donc, est-ce que vous pouvez dire un petit mot justement pour les étudiants qui voudraient partir? Je Julie. commence. Eh bien, oui, déjà, merci beaucoup à vous aussi pour l'invitation. J'espère que vous n'avez pas été noyé dans cette masse d'informations, de programmes, de temporalités compliquées, de démarches à faire, etc. Parce que je pense que toutes ces informations, plus on en a, mieux c'est. Ça, c'est absolument certain. Il y a plein d'acteurs aussi qui sont beaucoup trop nombreux et c'est super pour accompagner dans ces démarches. Mais je pense que dans la vraie vie, c'est beaucoup plus simple que ce qui n'y paraît. Moi, je suis partie aussi assez jeune et plusieurs fois dans des programmes assez différents, de manière plus ou moins anticipée et préméditée et très, très, très construite ou un peu improvisée. Et je pense que c'est des choses qui sont totalement possibles et accessibles, que quand on a 18 ans, on est immortel et qu'on a beaucoup de temps aussi pour conduire ces projets. Quand on est en terminale, si on ne part pas l'année d'après, le semestre d'après, parce qu'il y a une petite pandémie mondiale, on partira l'année suivante. Il y aura d'autres opportunités, d'autres possibilités. Et surtout, n'hésitez pas à vous rapprocher, que ce soit Euroguidance, la Maison des Européens, le CRIJ dont on n'a pas parlé aussi. Mais il y a vraiment plein, plein, plein d'acteurs qui accompagnent vos projets, qui vous font penser à des trucs auxquels vous n'avez pas pensé, genre par exemple partir en woofing ou partir au lycée, c'est totalement possible pour les mineurs, puisque Erasmus, on peut faire des stages quand on est au lycée par le programme Erasmus, on peut partir aussi en Erasmus études. Il y a vraiment plein, plein de choses qu'on ne connaît pas et on en découvre tous les jours. Et du coup, c'était long comme mot de la fin, mais tout ça pour dire que tout est possible et c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Et voilà, merci à vous.
Merci Julie pour ce message très positif. Slavomir, Bon, je vais essayer d'être un peu plus bref. En tout cas, je suis d'accord avec ce que Julie a dit. Il ne faut pas hésiter à partir, il ne faut pas hésiter à se renseigner parce qu'il y a vraiment des points d'information partout. Il ne faut pas avoir peur de partir dans un autre pays. Pour beaucoup, quand on est jeune, on a un peu peur de se lancer, de partir à la découverte, mais c'est un moment vraiment unique quand on est jeune, quand on est étudiant. On a envie enfin, on a quand même une curiosité, je pense, et il faut en profiter. Déjà, il y a des aides pour partir. Il y a des personnes spécialisées dans la mobilité qui peuvent vous renseigner. Et donc, partez, 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 ça vaut le coup. Et vraiment, même malgré ce qui se passe dans le monde, les frontières ne sont pas, pour l'instant, totalement fermées. Et ça ne va pas durer éternellement. Donc, il faut pas hésiter à partir. d'accord, merci Slavomir. Béaté, un petit mot pour vos étudiants et tous les étudiants en général qui envisagent ou qui ont cette petite étincelle, qui voudraient partir. Oui, enfin, bien sûr, c'est une expérience fabuleuse et on l'encourage vivement. Peut-être aussi pour les étudiants, de se dire, voilà, vous choisissez aussi l'université qui vous offre en fait le cadre hein, pour partir. Donc, à Lyon 2, on a plus de 400 accords, vous pouvez partir n'importe où dans le monde. Donc, c'est aussi un peu, enfin, si vous avez besoin d'un peu plus de cadrage, l'université permet de vous accompagner et d'en faire un vrai projet. Donc voilà, on est là pour vous. D'accord, merci Béaté. Dorothée, pour finir? Bon, moi, je dirais lancez-vous, hein. Même si effectivement vous pensez avoir des freins ou rencontrer quelques obstacles, c'est pareil, parlez-en. Il y a des interlocuteurs que vous pouvez solliciter et en général, on trouve des solutions pour lever justement ces obstacles. Donc, allez-y. Bien. Donc, encore une fois, merci à tous d'avoir participé à cette visioconférence. On vous rappelle qu'il fait partie d'un programme un peu plus général de visioconférence tout au long, au moins de ce premier semestre. La prochaine aura lieu, si je ne me trompe pas, le jeudi 15 octobre. Ce sera un spécial Erasmus Days. Voilà, on reparlera un petit peu des programmes Erasmus. On aura d'autres intervenants, d'autres témoignages par rapport à de la mobilité. Et ensuite, on sera sur un programme avec plutôt des visioconférences par destination. Voilà, sur les États-Unis, sur les études en anglais en Europe, sur l'Allemagne, le Québec et puis d'autres encore. Vous retrouvez bien sûr toutes ces visioconférences dans le programme sur le site www.euroguidance-france.org. Voilà, et n'hésitez pas à venir participer à nouveau à ces conférences et à parler autour de vous si vous le souhaitez. Voilà, merci bien à tous, bonne soirée et puis bonne mobilité pour ceux qui vont partir ou ceux qui y sont. Je pense à Anna. Voilà, au revoir. Au revoir.